1. L'auteur nous renvoie à Pantagruel pour avoir des informations sur les origines et la généalogie de Gargantua et l'apparition des géants dans le monde. Ces origines furent trouvées par Jean Odo dans un champ, dans un grand tombeau de bronze enterré. 2. Il restitue ensuite un traité contenu dans ce tombeau intitulé Les bulles d'air immunisées. 3. Grande Xié épouse Gargamel, fille du roi des papillons, et lui fait un enfant, qu'elle portera 11 mois, ce qui indique qu'il est amené à faire de grandes choses. 4. Un banquet est organisé pour ne pas gaspiller les tripes qui ne se conservent pas. Grande Xié dit à sa femme de ne pas se goinfrer mais elle ne l'écoute pas. 5. Les deux époux ont un débat philosophique sur la boisson. 6. Pendant le banquet, Gargamel se sent mal. Elle finit par accoucher de Gargantua par l'oreille, car une sage femme lui avait administré un astringent pour qu'elle ne répande pas par en bas les tripes englouties précédemment. Les premiers mots de Gargantua furent à boîte. À boire. 7. Grande Xié nomme son fils Gargantua sur l'idée des invités car il avait remarqué son grand gosier, Gargante en langue d'oc. Rabelais parle ensuite de l'alimentation de Gargantua bébé, nécessitant toutes les vaches laitières de la région, puis du fait que Gargantua était heureux déjà petit quand il buvait du vin ou entendait un bruit s'y rapportant. 8. La vêture de Gargantua est ensuite détaillée, du tissu utilisé aux accessoires, épée en bois, poignard en cuir bouilli, bijoux en or. Gargantua est physiquement bien formé et il est habillé à la dernière mode. 9-10. Grande Xié a décidé que les couleurs de son fils étaient le blanc, joie, bonheur, et le bleu, chose céleste. 11. Ce chapitre énumère toutes les activités de Gargantua durant sa prime enfance, qui sont les mêmes que celles des garçons normaux. 12. Gargantua a toute une écurie de chevaux en bois. 13. Gargantua raconte à son père toutes ses expériences pour trouver le meilleur moyen de se torcher le cul. Il finit par conclure que c'est l'oison qui convient le mieux, grâce à sa douceur et à sa chaleur. 14. Grande Xié est impressionné par l'intelligence de son fils. Il le fait donc instruire par un docteur sophiste, qui occupera ce poste jusqu'à sa mort. Ensuite Gargantua passe à d'autres précepteurs. 15. Grande Xié se rend compte que l'instruction de son fils est médiocre et le met face à un page de 12 ans de bonne instruction. Gargantua est incapable de répondre et le précepteur est mis à la porte. 16. Gargantua est envoyé à Paris sur sa nouvelle et énorme jument venue d'Afrique. Elle tua toutes les mouches sur le chemin à grands coups de queue. 17. Gargantua est suivi par tous les Parisiens, il se réfugie en haut de Notre-Dame, et pour se venger vide sa vessie et noie des gens. Puis il s'empare des cloches de la cathédrale pour les mettre au cou de sa jument. 18. Maître Janotus est envoyé pour récupérer les cloches. 19. Il essaye de convaincre Gargantua de lui rendre les cloches à l'aide de syllogismes et de comparaisons. 20. Gargantua et ses précepteurs rient de la harangue de Maître Janotus. Pour le remercier, il lui offre ce dont il prétend avoir besoin pour sa vieillesse. 21. Ce chapitre détaille les activités matinales de Gargantua avant sa demi-heure d'études, toilette, petit déjeuner. 22. Tous les jeux de cartes de Gargantua sont énumérés. S'ensuit le reste de son emploi du temps, où il passe beaucoup de temps à boire et à ripailler, et peu à étudier. 23. Gargantua est formé par Ponocrates, celui-ci change totalement son mode de vie en commençant par lui faire oublier tout ce qu'il sait déjà à l'aide d'un médicament. Il le soumet ensuite à un rythme de travail intensif et à une hygiène de vie irréprochable. 24. Gargantua a des activités différentes quand il pleut, il étudie l'art, aide aux travaux, écoute les leçons publiques. 25. Les foissiers et les bergers se battent car les foissiers ne veulent pas donner de la foisse aux bergers pour accompagner le raisin, alors qu'avant ils acceptaient. Les métayers voisins finissent par attraper la foisse et la payent au prix habituel, les bergers purent ainsi festoyer. 26. Le roi du pays des foissiers a entendu parler de cette humiliation et crie vengeance. Il prépare son armée pour attaquer le pays des bergers et il part en guerre. 27. Une partie de l'armée des pillards arrive à une abbaye, un moine pousse ses frères à riposter avant qu'il n'y ait plus de raisins pour faire du vin. Ce moine part battre tous les pillards et les moines y ont égorgé les blessés.
Cette partie de l'armée fut ainsi exterminée. 28. Le reste de l'armée part avec le roi pour prendre d'assaut La Roche-Clermont. Un des bergers remonte à Paris pour expliquer la situation à Gargantua. Grand Xier ne comprend pas la guerre puisque lui et le roi Picrochole étaient en excellents termes. 29. Grand Xier envoie une lettre à son fils. Il lui demande de revenir pour l'aider à défendre ses terres. 30. Grand Xier envoie son ambassadeur Galais auprès de Picrochole. 31. L'ambassadeur expliquait au roi que Grand Xier ne comprend pas la cause de la guerre et lui intime d'abandonner et de payer pour réparer les dégâts. 32. Le roi refuse et mentionne les Phoas. Galais revient auprès de Grand Xier et lui rapporte les événements. Grand Xier se renseigne au sujet des Phoas, il en fait préparer et les envoie avec d'autres dédommagements. Le capitaine de Picrochole les reçoit et il décide avec le roi de continuer la guerre car il considère ce dédommagement comme une marque de faiblesse. 33. Picrochole prépare la guerre et son plan de bataille. 34. Gargantua revient chez lui. Gymnaste est envoyé en éclaireur et rencontre les ennemis. 35. Gymnaste tue un capitaine et plusieurs soldats. 36. Il rejoint Gargantua et lui explique que ce ne sont pas des soldats de métier. Gargantua abat un arbre et part en guerre contre le château du Gué de Vède. 37. Il arrive ensuite au château de son père. En se coiffant, il fait tomber les dizaines de boulets de canon reçus. S'ensuit un grand banquet. 38. Des pèlerins s'endorment au milieu des salades. Gargantua en cueille et mange les pèlerins en salade. Ceux-ci s'accrochent à ses dents et il finit par les déloger avec un cure-dent. 39. Grand Xier raconte à Gargantua les exploits du moine. 40. Une hypothèse veut que les moines soient retirés du monde car ils mangent la merde, péché, des autres et les latrines sont toujours éloignées. Une autre hypothèse veut que le nez du moine doit sa forme à sa nourrisson. 41. Le moine endort Gargantua à l'aide de prières. Il se réveille à minuit pour partir en patrouille. 42. Le moine encourage ses compagnons. Il finit accroché à un arbre car il a piqué trop vigoureusement son cheval. 43. Picrochole, après avoir appris la mort de son capitaine tué par Gymnaste, envoie lui aussi une patrouille. Il tombe sur les pèlerins en fuite et les capture. En revenant, il tombe sur la patrouille de Gargantua qui les met en déroute, car il pensait que c'étaient des diables. Le moine poursuit seul la patrouille ennemie et tombe sur les pèlerins. Les ennemis se rendent compte qu'il est tout seul et charge. Le moine se fait capturer. 44. Le moine s'échappe et tue ses gardiens. Les deux patrouilles s'affrontent et celle de Gargantua gagne la bataille. 45. Le moine ramène les pèlerins et Grand Xier les réconforte. 46. Le capitaine Touquedillon est prisonnier. Il est interrogé par Grand Xier puis libéré après avoir été sermonné. 47. Touquedillon raconte tout à son roi tandis que Grand Xier se prépare à la guerre. Le capitaine explique que cette querelle est stupide et qu'ils vont se faire massacrer. Astivo n'est pas d'accord alors le capitaine le tue avec l'épée que lui a donnée Grand Xier. Picrochole tue le capitaine en voyant l'épée offerte, car il croit être trahi. 48. Gargantua attaque Picrochole et gagne la guerre. 49. Picrochole s'enfuit, tue son cheval par accident, vole un mulet et se fait battre. Gargantua recense les survivants. 50. Gargantua fait un discours aux vaincus. 51. Le clan de Gargantua est récompensé. 52-53. Gargantua fait bâtir une nouvelle abbaye pour le moine. 54. L'auteur retranscrit l'inscription sur la grande porte de l'abbaye. 55-56-57. Rabelais décrit l'abbaye, ses habitants et son mode de vie. 58. Une longue prophétie énigmatique est rapportée.